Bonjour chers spectateurs de Inspire Life. Aujourd'hui je suis avec Étienne Ayem. Étienne était un conférencier chez TEDx. Il a parlé en octobre, je crois, non, En juin. juin 2012. Et Étienne, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton passé? Qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta mission dans la vie en ce moment? Et nous raconter un peu qu'est-ce que tu... Euh, j'ai grandi en Picardie, j'ai voulu faire médecine et puis je n'ai pas réussi. Et puis après, je suis allé en école de commerce et puis surtout, j'ai fait des études au Mexique et en Argentine. J'ai fait 2 semestres à l'étranger où j'ai étudié l'inégalité de répartition des richesses, c'est-à-dire comment les gens évoluent, la population évolue, les plus riches et les plus pauvres. Et ce que j'ai vu au Mexique, je l'ai vu en Argentine. C'est-à-dire l'écart grandit et s'agrandit et c'est pas durable du tout. Et puis une fois de temps en temps, il y a une crise qui n'est pas un tsunami ou un séisme, qui n'est pas une crise naturelle, qui est une crise financière, une crise bancaire qui est créée par l'homme, qui va écraser toute la classe médiane et les ramener avec les pauvres. Et ce que j'ai vu au Mexique, je l'ai vu en Argentine, mais après je l'ai vu au Brésil, en étudiant, j'ai vu que ça arrivait partout. Et donc je suis revenu d'Argentine avec cette sensation que notre système tourne pas rond du tout, la finance tourne pas rond, la monnaie ne marche pas bien, et on a un système qui, à la base, dans son code, crée ces inégalités de richesse et les engendre, les perpétue, et même elles s'accentuent, c'est de plus en plus grave. Donc, à la fin de mon école de commerce, je me suis dit que je ne pouvais pas rester inactif par rapport à ça, maintenant que je l'avais vu, que j'en étais conscient, et que j'ai mis le doigt sur vraiment le bug. Donc j'ai choisi de consacrer mon temps à créer des solutions pour résoudre ce problème et pour créer un système qui soit durable dans le temps, principalement sur les monnaies, en changeant les monnaies. Donc de cette observation que tu as fait pendant tes études et dans d'autres pays, tu as pris la résolution de devenir un peu un spécialiste pour les monétaires, pour les monnaies complémentaires. Ouais, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas bien en finance. La finance est complètement folle, tout ce qui est la spéculation, les produits dérivés, le subprime, j'ai étudié ça et on a vu que c'est complètement fou. Le problème, c'est quand on essaye d'empêcher le subprime ou la finance, c'est comme si on coupait la branche d'un arbre malade. Et on est en train juste de couper la dernière branche, mais elle va repousser. Il y en a tellement qui poussent en même temps qu'on peut essayer de couper les branches. Si on n'a pas résolu le problème à la racine, à la base, vraiment, dans la graine, j'ai envie de dire, le fruit, on va toujours, enfin si on a toujours des mauvaises graines, on peut couper les branches, mais on va toujours avoir des mauvais arbres. Et en quoi la monnaie complémentaire peut pour toi être une solution à ce problème-là un peu en amont? La monnaie, en fait, on s'en rend pas du tout compte, mais elle définit complètement le monde dans lequel on vit. C'est-à-dire que peu importe la politique, quasiment pour qui je vote, ou le politique, si j'ai le contrôle de la monnaie, si j'ai le contrôle du code de la monnaie, de ses règles, de la façon dont elle fonctionne, j'influe sur toute la société. Et donc le fait d'aller soigner la monnaie, d'aller changer les règles de la monnaie, bah, c'est de créer d'autres systèmes économiques, c'est de créer d'autres systèmes de fonctionnement que le système qu'on a aujourd'hui, qui est à tendance très capitaliste. Il y a un grand monopole. Donc, en créant d'autres monnaies complémentaires qui ne doivent pas forcément remplacer ce qui existe, mais en complémentarité, tu veux recréer un équilibre par rapport à ça, par rapport à ce pouvoir de finance. Il y a, il y a eu, il y a eu un monopole de l'État au départ, et puis ensuite un monopole qui est passé dans le privé, avec un pouvoir énorme des banques privées. Il y a plusieurs choses dont on ne se rend pas compte en fait sur la monnaie, c'est que depuis 1971, elle est plus garantie par l'or. Donc au début, on a toujours aujourd'hui la conception qu'elle est rare, qu'il n'y en a pas assez, et voilà, qu'elle a une grande valeur en tant que telle. En fait, la valeur de la monnaie depuis 1971, c'est la confiance qu'on a dans la monnaie. Elle est plus reliée avec l'or et elle n'est plus en état de rareté puisqu'on peut créer de la monnaie aujourd'hui, soit en imprimant des billets, soit en rentrant des lignes, en créant un crédit. Je crée de la monnaie et je crée une dette avec. Mais la monnaie a complètement changé par rapport à ce qu'on a encore dans notre inconscient collectif. Donc on a une monnaie où nous on croit qu'elle est encore rare alors que ce n'est plus le cas, et elle nous met en compétition.
Et donc le but, c'est sortir de ce monopole et de créer une diversité monétaire. C'est-à-dire quand on mange qu'un seul type d'aliment ou une seule, je sais pas, si on fait de la monoculture sur un terrain, ça va être la production la plus efficace pendant un temps, mais ça va complètement absorber, assécher le terrain, et c'est pas résilient, c'est pas durable. Aujourd'hui, nous, dans notre système monétaire et dans notre système économique, on a fait la même chose. Que ce soit le capitalisme, le communisme, que ce soit le dollar, le yen ou l'euro, sont toutes des monnaies capitalistes qui ont le même système de fonctionnement, c'est-à-dire quand je pose de l'argent quelque part, à la fin de l'année, j'en ai plus. Je capitalise. Et la proposition, c'est de dire, ça c'est bien, ça permet, ça a certaines vertus, c'est très bien, mais le problème c'est qu'on l'a généralisé à toute la planète, à toutes les échelles, que ce soit les grands échanges ou les petits échanges à l'échelle locale, on a le même système. Or, ce n'est pas résilient, ça ne résiste pas, et c'est un peu comme quand on fait une monoculture, ça absorbe le sol, et après, si on met une allumette, tout peut brûler parce que la forêt a perdu toute sa résilience. Ben aujourd'hui, l'humanité, elle ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire qu'on a fait de la monoculture partout, on a complètement absorbé toute la richesse du sol, et on en est là. Donc la question c'est comment ça va se développer et comment on peut remettre de la biodiversité et de la richesse, enfin exprimer les richesses qui ne sont pas exprimées avec le système traditionnel, et puis diviser les risques, on pourrait dire, avoir plus, avoir, pas se nourrir d'un seul type d'aliment, mais avoir une alimentation de différents types, des monnaies capitalistes et puis d'autres monnaies. Varié. Est-ce que tu veux justement citer quelques exemples qui existent déjà? Parce qu'on n'en parle pas, mais ça existe déjà depuis longtemps en fait. Et j'aime bien cet exemple sur le VIR en Suisse aussi. Si tu veux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé et comment il a un peu égalisé les fluctuations des finances là-bas. Et là, tu m'as mis aussi quelques exemples proches de moi. Donc, ce sont des monnaies complémentaires qui existent déjà. Donc, peut-être tu Oui. peux nous donner quelques exemples. Le VIR, c'est en Suisse, c'est en 1933, c'est en plein dans la Grande Dépression. Les entrepreneurs sont encore là, mais ils se rendent compte et ils disent, toi tu es encore là, tu as ton entreprise, moi j'ai mes salariés, et pourtant on n'a plus accès au crédit. Les entreprises ont coupé les robinets, puisque c'est la crise, c'est la panique, on ne sait pas qui a de l'argent, qui n'en a pas vraiment. Donc les banques coupent le robinet, et les entrepreneurs se disent, attends c'est bête, on va pas arrêter de faire des échanges juste parce qu'il n'y a plus le bout de papier pour faire ça. Si on se fait confiance, bah, faisons un système entre nous. Donc moi je vais te vendre ce que je te vendais d'habitude, mais plutôt que de te le payer en francs suisses, on va le mettre en VIR, donc en crédit mutuel. Moi je vais être à moins 200, toi tu vas être à plus 200, et on sait tous les deux, on a confiance que demain on va résoudre ça, parce qu'on a intérêt à rester en lien les uns avec les autres et à faire des échanges, à continuer à faire des échanges. Donc, ça a réellement fonctionné comme ça à l'époque. Donc, Ouais. et Crédit basé mutuel. sur la confiance toujours. Ouais. Ok. Et puis toi, avec tes plus de 100, demain, on sait que tu peux aller dans le réseau, acheter d'autres choses à une troisième personne, etc. Et la somme des échanges est égale à zéro. C'est-à-dire on ne crée pas de monnaie proprement dite, on crée des créances et des dettes, enfin, des dettes mutuelles. C'est un crédit mutuel. Aujourd'hui, le VIR a 80 ans, un petit peu plus de 80 ans. Ce qu'on voit sur le temps, c'est que c'est un effet contre-cyclique. C'est-à-dire quand l'économie suisse va bien et le franc suisse va bien, le VIR descend. Mais à l'inverse, si l'économie suisse redescend et le pouvoir, la force du franc suisse diminue, c'est le VIR qui prend le relais. Donc on a vraiment comme si on avait deux jambes et ça permet d'amortir les chocs. C'est pas juste on fait ça et puis quand ça redescend, on n'a rien d'autre. Là, il y a quelque chose qui prend le relais. Mais personne n'en parle. Moi, j'étais pas au courant que le VIR existait. C'est pas très très courant et c'est quand même ça représente une grande stabilité. Tu parlais d'une chiffre dans C'est l'économie près suisse, Ouais, c'est près de 2 milliards de volume quand même. d'échanges. Alors c'est rien par rapport à l'ensemble de l'économie suisse, mais c'est énorme parce que c'est une entreprise sur quatre en Suisse qui utilise le VIR. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent plus le franc suisse, ils utilisent les deux. Et donc c'est près de 60 000 entreprises aujourd'hui qui l'utilisent. Donc on n'en parle pas. Et en France, qu'est-ce qu'il existe? Quels sont les projets de monnaie complémentaire en ce moment en France? Alors en France, il y a la ville de Nantes qui a annoncé qu'ils allaient créer leur monnaie pour 2013. Donc là, c'est une initiative de la mairie de Nantes, vraiment de l'ancien maire de Nantes, Jean-Marc Ayrault,
Ils l'avaient mis à l'agenda 21 de la ville en 2005-2006, et puis c'est revenu comme une priorité l'année dernière. Et donc, ils sont en train de faire tout le processus pour créer leur monnaie. En ce moment, il y a un concours pour les citoyens pour trouver un nom de monnaie. Je crois qu'il y a 750 propositions. Il va falloir qu'ils choisissent dans tout ça. Et c'est une monnaie complémentaire basée sur le commerce ou plutôt social. Comment ça se présente après? Un peu les deux, c'est pas encore complètement défini. Normalement, ça commence avec du business to business, avec un peu comme le VIR, c'est-à-dire des systèmes de crédit mutuel. Et ils veulent l'ouvrir aux citoyens aussi. Donc est-ce que c'est par les salariés, si travailles dans une entreprise de la ville? Est-ce que tous les citoyens y auront accès? Ça, c'est pas encore défini. Donc ils sont en train de le faire avec la population, justement, de faire des ateliers participatifs pour définir tout le circuit, comment ça marche. C'est assez nouveau, hein, tu te doutes bien. Donc ça, c'est un bébé. Qu'est-ce qu'il existe déjà depuis un petit moment? Alors celui que tu tiens dans ta main, c'est le Sol Violette, qui est né en mai 2011, après un an de construction citoyenne. Et donc là, c'est une monnaie papier. Pour Nantes, ils feront pas de papier, ce sera que du numérique. Là, c'est une monnaie papier qui vient donc du Sol. À l'origine, le premier grand projet en France, c'était le Sol. Donc là, c'est la ville de Toulouse qui a créé ça. Il y a 80 commerces et 700 adhérents, qu'on appelle les solistes. Et donc la monnaie circule à l'échelle locale et elle a une propriété, on dit qu'elle est fondante. C'est-à-dire elle est fondante, c'est elle perd de la valeur avec le temps. Ça, je trouve très intéressant. Donc, il faut que l'argent circule au plus vite. Ça peut pas rester dans les mains de quelqu'un, sinon ça dévalorise plus que 3 mois, je crois, non? Oui. En fait, ce qu'on a observé dans le capitalisme, dans les monnaies avec un taux d'intérêt positif, c'est que ça valorise l'accumulation, la thésaurisation. C'est-à-dire, je vais garder de l'argent et plus j'en ai, plus je vais en avoir. Et là, le sol et d'autres monnaies disent la richesse est dans l'échange. Et donc, ce qui est important, c'est pas que tu en aies plein ou que j'en ai plein, c'est qu'on fasse des échanges. Que s'il y a quelqu'un qui est prof de piano et qu'il y a quelqu'un qui est élève de piano, c'est qu'ils puissent se rencontrer. C'est que la richesse elle se fait dans l'échange, c'est quand l'un apporte, transmet à l'autre voilà, sa connaissance. Excuse-moi. Oui. Tandis que dans cette monnaie qui existe, qui est monopole, elle favorise plutôt la compétition et l'éloignement entre les gens, c'est-à-dire une certaine aliénation où on a peur que ça soit trop rare, cet argent, et on est toujours en compétition, tandis que quand on a ces monnaies complémentaires locales, Oui. ils sont plus basés sur un rapport social entre les gens. Les gens sont, voilà, coopération, les gens sont en train de se rapprocher. Ou est-ce que je vois ça mal? Ce que tu dis est juste, la compétition, c'était pas forcément une volonté du système capitaliste, mais c'est un effet latéral, collatéral. C'est une conséquence du fait que la monnaie soit émise en rareté. Ça nous met, nous, dans un mode d'esprit, enfin, je sais pas, un état de compétition les uns par rapport aux autres, parce qu'on a peur de ne pas en avoir assez. Et donc, quand on fait de l'accumulation, on prive les autres de la possibilité de faire des échanges, mais c'est parce qu'on a peur, donc on veut en avoir plus pour être en sécurité. Le problème avec ça, c'est qu'on n'en a jamais assez. Donc c'est pas la bonne voie, à mon avis, pour trouver la sécurité. Et donc là, les monnaies proposent le démurrage, la fondante, elles sont fondantes. Et donc on va valoriser la circulation de la monnaie. Et ce qu'on a observé au bout d'un an, à peu près, avec une masse monétaire de 30 000 sols violettes, c'est qu'elle circule 3 à 4 fois plus vite que l'euro. Donc 1 euro va permettre de faire un point de PIB, un point de richesse créée, etc. Un sol violette va permettre de circuler plus vite et de faire un échange, 2 échanges, 3 échanges, 3 points de PIB ou 4 points de PIB, entre 3 et 4. Voilà un peu une spécialité des monnaies fondantes pour le Toulouse. Et par rapport à l'Europe, qu'est-ce qui se passe sur le niveau d'Europe, Union européenne par rapport à ça? Eh ben, il y a un partenariat qui s'est créé aujourd'hui entre 8 pays, et Nantes est le dernier pays qui est en train de rentrer et qui n'est pas encore complètement validé, qui est en processus de négociation, avec ça s'appelle CCIA, Community Currencies in Action. Et donc le but, c'est de créer des pilotes de monnaie complémentaires différents dans différents pays et d'étudier ces modèles, d'essayer une monnaie sociale, une monnaie économique, une monnaie verte pour sensibiliser à l'environnement, d'essayer comme ça différents types de monnaies, de les documenter, d'expliquer tout le processus, comment elles ont été créées, de mesurer l'impact pour pouvoir dire voilà les outils qui existent aujourd'hui pour transformer, pour une mairie,
pour transformer sa ville, pour les pouvoirs publics, et puis aussi pour créer des communautés resilient, donc des communautés résilientes et qui prospèrent. Et donc là, il y a 6 pays qui créent des modèles. Il y a Amsterdam-Est, le quartier d'Amsterdam-Est, c'est la mairie qui a créé une banque du temps. Il y a la même chose au Pays de Galles, c'est Spice, c'est ce billet-là, c'est les One Time Credit, donc c'est 1 heure, ça c'est un billet d'1 heure. Donc c'est pareil, c'est une banque du temps, c'est plutôt très social. À côté, il y a le Lambeth Borough, c'est la mairie du quartier de Lambeth qui s'appuie sur l'expérience du Brixton Pound. Et donc là, ils développent le Brixton Pound, c'est une monnaie qui existe déjà depuis 2008-2009, c'est une des premières. Il y a un volume de 100 000 pounds qui sont émises. Et eux, ils veulent continuer à développer ça avec le business to business, encore plus gros, aller au niveau du quartier. En Belgique, il y a la province de Limburg, c'est toute une entreprise qui fait le traitement des déchets, qui propose le e-wallet, donc c'est un porte-monnaie électronique qui permet aux gens, quand ils trient leurs déchets, quand ils achètent un compost, quand ils mettent un autocollant pour pas avoir de publicité, ils reçoivent des points. Et après, avec ces points, ils peuvent acheter soit un nouveau bac à compost, soit ils peuvent avoir accès à différentes choses avec ces points pour réduire encore leur consommation ou leurs émissions de déchets. Donc une monnaie très green. 1, 2, 3, 4. Amsterdam encore, en Hollande, il y a un projet de B2B, donc un peu comme Nantes, où ils veulent faire, ça s'appelle Trade Square, et c'est Coin, l'entreprise Coin qui fait ça, de rassembler des business pour commencer un réseau d'entreprises locales connectées ensemble. Et puis il y a Nantes. Et avec ça, il y a 2 partenaires qui les étudient. Il y a WCVA qui fait le partnership, qui fait le lien avec l'Europe et qui est chef de file, gestionnaire de projet. Et puis il y a la NEF, qui est la New Economic Foundation. Eux, c'est leur métier depuis 30 ans de faire de la recherche et de l'analyse de la nouvelle économie. Et donc là, ils sont très présents pour... eux, ils ne créent pas de monnaie, proprement dite, mais ils étudient les différents modèles et ils nous donnent les outils pour pouvoir étudier ça. Les résultats de ces études-là, on peut les espérer à peu près pour quand? Le partenariat est entre 2012 et février 2015. Donc pour février 2015, tout ça doit être public et connu. Et avant, s'il y a déjà des choses... il y en a qui, Limburg par exemple, c'est quelque chose qui existe depuis 2002-2003 en Belgique. Donc ils ont déjà des chiffres, mais ça va changer. Amsterdam-Est, c'est une monnaie un petit peu comme ça qui s'appelle le maquis. Là, c'est tout récent. Donc pareil, il faut un petit peu de temps pour étudier. Mais c'est un énorme projet qui vise à construire une structure transparente, avec une gouvernance claire et visible, avec un logiciel et avec des guides pour dire comment, de l'expérience, de rassembler de l'expérience pour pouvoir dire comment on crée des monnaies, quel type de monnaie on peut créer, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quel logiciel utiliser, enfin voilà, de rassembler vraiment différentes expériences pour montrer que c'est un outil concret, c'est un outil solide et qui permet de remettre de la vie au niveau local et aussi de redévelopper les communautés, la prospérité, de redévelopper la confiance dans les communautés. On voit en quoi c'est vraiment important dans cette période où tout le monde aperçoit un peu la crise et qui se disent un peu découragés par ce qui se passe. Ça peut vraiment redonner voilà, ces facteurs-là, confiance et à nouveau envie de recommencer quelque chose et revenir aux bases, c'est-à-dire l'échange entre les personnes directes et solidaires. Donc, je trouve ce projet très très beau. J'aimerais bien te poser une question un peu personnelle, Étienne. Dis-moi, quand tu fais à ton jeune âge déjà ces projets-là qui sont très portants et très importants, euh, qu'est-ce que tu fais personnellement quand il y a un moment de, disons, de découragement? Est-ce que ça t'arrive aussi? Et quand tu ressens un peu cette lourdeur qui t'entoure et tu te dis, bon, là, je me sens découragée, je ne sais pas si je veux continuer, me battre. Comment tu fais pour sortir de là? Est-ce que tu as une stratégie à partager éventuellement avec les personnes qui nous regardent? Parce que je crois qu'on se trouve parfois dedans. Donc. Oui, ça m'arrive aussi. Il y a 2 choses différentes. Il y a une citation que j'aime bien, qui est de Marc Aurèle et qui dit que la force me soit donnée de changer ce qui peut l'être, que le courage me soit donné d'accepter ce qui ne peut être changé, et que la sagesse me soit donnée de différencier l'un de l'autre.
C'est-à-dire, donnez-moi toute la force pour changer ce que je peux changer et tout le courage pour accepter tout ce que je peux pas changer. Il y a énormément de choses sur lesquelles je n'ai pas d'effet direct ou j'ai l'impression de ne pas avoir d'impact. J'accepte. Je pense que la respiration pour ça est bien. Quand j'en peux plus, généralement, je reviens à moi et je me repose. Si j'en peux plus parce que j'ai l'impression que ça bouge pas assez, etc., c'est généralement que je suis fatigué. Et puis la dernière chose, en fait, c'est enfin presque deux choses. J'ai fait le choix de ne pas rester dans l'ancien système, de ne pas rester dans le système traditionnel. Je ne peux plus, en fait. Je me suis vraiment fermé cette porte parce que c'est pas, ça va pas vers la vie. Ça me développe pas, ça me fait pas plaisir de me dire je contribue à un système qui est mourant ou qui me rend pas heureux. Ça, j'ai vraiment fermé cette porte-là. Donc, quand je désespère ou quand je baisse les bras, je me dis bon bah qu'est-ce que je vais faire? Et non, je peux pas me tourner vers ça parce que je l'ai déjà refermé la porte. Donc j'attends et puis je repars. Et la dernière chose, c'est il y a des moments où je me dis c'est difficile. C'est difficile de faire tous ces efforts, de créer, d'innover, de faire face à autant de résistance et autant de conservatisme. Et en même temps, je vois le bonheur que c'est à chaque minute, à chaque pas, chaque chose qui bouge n'était pas là avant. Et donc il y a tellement de plaisir là-dedans que même si c'est difficile, c'est cette route-là qui vaut la peine et c'est cette route-là qui est juste merveilleuse parce que là, il se passe quelque chose. Et dans l'autre, je sais même pas, je sais même pas comment je ferais. Donc il y a des moments où je baisse les bras, oui, bah c'est un moment et j'attends, je fais une pause et puis après ça repart et je retrouve de l'énergie. Mais l'autre chemin de toute façon n'est plus possible. Ça fait longtemps que j'ai fait une croix dessus, donc. Merci Étienne, merci beaucoup. Maintenant, les spectateurs qui veulent participer à ce projet, qui trouvent inspirant sur les monnaies complémentaires ou sur une nouvelle façon de faire les finances, de contribuer, n'hésitez pas. Vous pouvez contacter Étienne sur zoopic.com. Je vais mettre tes liens aussi. Je crois que tu permets. Hein? Oui, bien sûr. Et voilà, donc sinon vous pouvez regarder Étienne encore sur TEDx et comprendre un peu plus sur la monnaie complémentaire. Donc je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Bisous. Au revoir.